Envie d'écrire, l'envie de tout te dire. Je reste silencieuse, je me fais les mains creuses quand on est l'envie d'écrire, l'envie de tout me dire. Bon, apparemment, Olivia, il va faire beau pour ce week-end de Pentecôte, mais on aura quand même du temps pour se mettre à l'ombre avec un bon bouquin, et ce, à n'importe quel âge. Alors, on va commencer avec le Guillaume Cherel. Oui. Hein? Alors, j'adore le titre. Un bon laisse. écrivain est un écrivain mort. Ça peut s'adapter sur beaucoup d'autres situations, on est d'accord. C'est un livre qui paraît chez J'ai lu, qui était sorti l'année dernière. Et Guillaume Cherel, qui est un escogriffe complètement à part, je trouve, dans la littérature, qui a une œuvre très hétéroclite, mais toujours très spirituelle, qui connaît Kerouac sur le bout de ses doigts, et qui fait paraître là un nouveau polar qui s'appelle Cadavre, vautour et poulet au citron. Et ben voilà. Et oui, il a le don des titres. Je savais que ça vous plairait. Un bon écrivain est un écrivain mort. C'est une sorte de parodie des Dix petits nègres d'Agatha Christie. Vous avez un journaliste, Augustin Traquenard, des calques évidemment du journaliste culturel qu'on connaît, qui est invité dans une ancienne abbaye transformée en une résidence d'écrivains à animer un débat avec les 10 pointures de la littérature française aujourd'hui. Je prends mon papier parce que je ne voudrais pas me tromper dans leur titre, qui sont toujours un peu, vous allez voir, décalés. Vous avez donc Michel Houellebecq, Amélie Latombe, Delphine Végane, David Mykonos, Cathy Potecol, Tatiana de Roseraie, Christine Legault, Jean de Moisson, Yann Moite et Frédéric Belvédère. Pas mal. Il ne s'épargne pas non plus, Guillaume Cherel, parce qu'il se rebaptise dans le livre Guillaume Charal. Et il se montre en une espèce d'écrivain injustement méconnu. Et au hasard des pages, je suis d'ailleurs tombée sur moi sous le nom d'Olivia de la Garderie. Ah, c'est pas mal. Tout le monde en prend. C'est vrai qu'on est pour tous son un peu vos crâne. enfants. Chaque écrivain arrive. Donc l'arrivée dans le couvent est l'occasion d'un petit portrait très drôle, car très juste. D'ailleurs, c'était pas juste, ça serait pas drôle. Et puis, il se retrouve le soir même autour d'un grand dîner. Dans l'édition, on aime beaucoup festoyer et manger des bonnes choses. Et puis, à la fin du dîner, il y a une sorte de voix qui sort et qui, tout d'un coup, accuse ces écrivains en leur disant « Vous êtes devenus des poseurs, les caricatures de vous-même, vous êtes vraiment des imposteurs, des faiseurs. » Et là, petite comptine à la Agatha Christie, chaque un va disparaître d'une mort certaine. 10 grands écrivains s'en furent prendre leur repas. L'un d'eux mangea à s'en étouffer, n'en resta plus que 9, etc. Vraie intrigue policière, et en même temps, c'est le milieu littéraire qui est assassiné, avec drôlerie, avec malice, qui aime bien, évidemment, châtie bien. Honnêtement, vous le prenez, vous ne le lâchez pas, vous allez vraiment rire. Guillaume Cherel est vraiment un très bon écrivain. Et en plus, il est vivant. Ah ben voilà. Olivia, comment vous m'avez dit, de la Garderie. Voilà. Oui. Alors, deuxième ouvrage dont le titre est assez sympa, qui va très bien derrière la suite de Disparition, Fendre l'armure. Fendre l'armure, Anna Gavalda. Ouais. Chez J'ai lu également, Anna Gavalda, on ne vous la présente pas. Sagan disait, un écrivain, c'est une voix. Anna Gavalda, elle a une voix, mélange de grande intelligence et de grande sensibilité. Là, ce sont des nouvelles, un genre dans lequel elle excelle, qui lui a valu d'ailleurs son premier très grand succès, qui ont toutes une particularité, c'est que vraiment, elle prend des hommes et des femmes au moment où ils font de l'armure. Donc soit dans l'adversité, soit parce qu'il y a un chagrin de trop, soit parce qu'il y a une rencontre. Tout d'un coup, ils se laissent aller. Et heureusement, la vie est réversible et parfois, à l'envers des chagrins, il y a des joies. Il y a une femme comme ça que j'aime beaucoup, elle est veuve, elle élève ses 2 enfants toute seule. Et quand elle va faire les courses au supermarché, elle choisit des très grands paquets de céréales pour cacher les bouteilles d'alcool qu'elle achète pour tenir debout, sans doute. Et puis une rencontre, et puis ça change tout. Il y en a une que j'adore, qui est géniale. Vraiment, je pèse mon mot. Anna Gavalda est géniale. C'est un père, comme vous, comme moi. C'est une journée de travail très compliquée qui s'annonce. Coup de téléphone de l'école. La directrice, elle est hors d'elle. Elle dit, venez tout de suite, votre fils a fait un truc vraiment pas possible. Le père, donc, il est obligé de tout laisser tomber, il arrive. Et en fait, son fils, qui est pas bien grand, il doit avoir 8 ou 9 ans, il a crevé les pneus du fauteuil d'un petit garçon handicapé à l'école. Pourquoi ? Cette histoire est vraiment géniale. Ma préférée s'appelle Le Fantassin. C'est chez J'ai lu, ça coûte 3 fois rien. Et ça procure, je trouve, un plaisir inouï. Anna Gavalda est un grand écrivain et elle est bien vivante. J'aime bien quand vous dites ça coûte 3 fois rien et ça donne beaucoup de plaisir. Oui. Alors, justement,
Vous me fatiguez avec vos questions. Oui. Tu me fatigues avec tes questions chez Michel Lafon, Louis-Guillaume Camp-Laca, auteur d'un podcast à succès que je ne connaissais moi absolument pas, puisque je suis une femme préhistorique du papier. Chose à savoir... Je suis de la génération gomme-crayon, alors vous savez, on va s'entendre. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, Laurent. Toutes les questions que peuvent vous poser vos enfants et auxquelles, évidemment, vous ne savez pas répondre, dont une qui me taraude depuis des années. Pourquoi les personnages de manga ont-ils souvent des grands yeux et des yeux ronds, alors qu'ils viennent du Japon? Eh bien, la réponse est géniale. Le japonais Osamu Tezuka, grâce au projecteur de son père, a vu avant tout le monde en 1942 le film Bambi de Walt Disney. Il en a été toqué. Or, Bambi, il a des grands yeux ronds. Et quand, 10 ans après, il fait son premier manga, qui va être copié par des générations de Japonais, qui s'appelle Astro Boy, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine des grands yeux ronds à son personnage, tout par-delà. Pourquoi Tintin a-t-il une houppette? Parce que dans une des premières cases dessinées par Hergé, il voulait signifier qu'il était dans une voiture avec de la vitesse. Et donc, il avait les cheveux qui se relevaient. Et après, même sans sa voiture, il est resté avec des cheveux en houppette. Et une question pour vous, vous en connaissez la réponse, mais moi je ne la connaissais pas. Pourquoi est-ce qu'on compte en nœuds la vitesse des bateaux?